Voilà, retour sur ce plateau pour l'analyse de ce jour. Bonjour Henri Yambaudet. Bonjour Carole, bonjour cher ami Marc et bonjour à tous les téléspectateurs de Eden, Matin d'Eden. Et merci à tous ceux qui nous suivent également par les canaux digitaux de cette boîte qui permet donc bien évidemment à beaucoup de citoyens de se retrouver et d'avoir l'information juste et avant donc de prendre la route pour le travail. Bonjour Henri. Non, bonjour Marc, cette fois-ci. Bonjour Carole, bonjour Henri, et bonjour à tous nos amis téléspectateurs et internautes. Voilà, c'est parti. Premier sujet à débattre sur ce plateau. Nous allons nous intéresser à la chefferie traditionnelle. Polémique suscitée par la loi sur la chefferie traditionnelle. La loi n'emporte aucun royaume, rassure le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rongbedi. C'est une information qui apparaît ce matin à la une du quotidien d'Abaro. Voilà. Polémique suscitée par la loi sur la chefferie traditionnelle. La loi n'emporte aucun royaume, rassure Wilfried Rongbedi. Oui, il faut reconnaître que on a remarqué que depuis le vote de cette loi, il y a eu beaucoup de tollés, beaucoup de mécontentement, beaucoup de citoyens ou beaucoup de chefs traditionnels qui ont commencé par lever le ton afin de pouvoir quand même souligner les quelques ajustements qui les fâchent. Et donc, il était d'autant plus normal que le porte-parole du gouvernement, on l'attendait beaucoup plus depuis sur le sujet, parce que, vous savez, c'est un sujet très sensible, puisque ça touche déjà à la source même de notre nation, où nous vivons depuis et lors dans un système de royauté. Donc c'est à partir de la colonisation que le système de royauté a été laissé petitement pour laisser place au système que les colons ont installé, c'est-à-dire le système démocratique. Et c'est vrai que même avant ce système démocratique, il y avait eu d'autres systèmes également qui étaient mis en place. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de fâchés, parce que certains estiment qu'au niveau des 16 royaumes, et au niveau des chefferies traditionnelles qui ont été installées, c'est qu'il y a certains qui ont été mis de côté. Et donc, il faille quand même essayer de voir comment est-ce qu'il faut quand même essayer de corriger cet état de choses, ce qui n'empêche pas évidemment la relecture de cette loi-là. Et donc, moi j'avais dit, et c'est très important de pouvoir le souligner une fois encore, quel a été le mécanisme qui a permis de pouvoir aboutir à cette loi-là. Généralement, on n'a pas eu vent du mécanisme qui a été installé. Est-ce que les chefs au niveau de certains royaumes ont été vraiment touchés? Certains rois ont été touchés. Est-ce qu'il y a une assise, d'accord, ensemble au sein de tous ceux qui s'estiment être dans un royaume? Est-ce que tous ceux-là ont été quand même associés à la chose? Est-ce que tous les acteurs à divers niveaux, que ce soit au niveau de la société civile également, les acteurs politiques également, les experts surtout en la matière, c'est-à-dire les professeurs et autres experts en la matière, ont été associés, les historiens, ils ont été associés. Et donc, qu'est-ce qui a permis quand même, quel est le mécanisme qui a permis effectivement d'aboutir à ce résultat-là? Et c'est généralement ce qui fait que on remarque déjà beaucoup de voix qui sont un peu plus fâchées sur la question. Et être fâché, bon, c'est d'autant plus légitime si à un moment donné, compte tenu de l'histoire de votre royaume, compte tenu de l'histoire de votre chefferie traditionnelle, vous ne vous retrouvez pas dans ce qui a été fait. Il faille quand même demander qu'est-ce qui motive cela ou bien qu'est-ce qui sous-tend cette décision-là ou ce rapport-là. Et on a vu le porte-parole du gouvernement qui a dit qu'il n'y aura pas de royaume qui sera laissé pour compte. Et donc eux-mêmes, en leur sein, constatent déjà que la loi n'emporte aucun royaume. Donc cela dénote du fait que, effectivement, il y aura des insuffisances liées à cette loi-là.
et les insuffisances, je l'ai tantôt dit, seront corrigées au fur et à mesure que le débat sera animé. Le débat sera animé pas seulement par tous les acteurs que je viens de citer tout à l'heure, qui sont au centre même de la chefferie traditionnelle et au niveau de l'histoire du Dahomey, mais il faut également associer tous ces experts-là qui vont pouvoir quand même donner leur expertise en matière d'histoire, en matière de traçabilité au niveau de chaque royaume pour pouvoir quand même déterminer le bien fondé alors de l'appartenance d'un royaume à cette liste-là. Et tant qu'ils n'arrivent pas quand même à essayer de régler cela, à écouter d'accord les uns et les autres par rapport à cette loi, c'est pourquoi je pense que cette loi ne sera pas peut-être tout de suite promulguée, d'accord? Parce qu'il faille d'abord voter cette loi avant de prendre en compte les problèmes, les insuffisances que cela pourrait générer. Non, je pourrais dire non, pas forcément. C'est pourquoi je dis que on ne sait pas. Je ne sais pas le travail qui a été fait en amont. Et dans le travail qui a été fait en amont, c'est sûr que certains rois ou certaines personnes ressources ont été approchées par rapport en tout cas à l'adoption de cette loi-là, parce qu'on ne peut pas se lever c'est-à-dire le pouvoir en place, le gouvernement, par exemple, seul, ne peut pas décider, par exemple, de l'octroi, par exemple, d'un royaume à tel royaume, par exemple, ainsi de suite. Il faille quand même aller écouter les uns et les autres, aller au niveau de la source, au niveau de l'histoire de chaque royaume, pour pouvoir voir, parce que même lorsque vous voyez au niveau des dispositions qui ont été mises au niveau de la loi, par exemple, c'est-à-dire, il a été instauré même le processus de désignement, d'accord, d'un roi au niveau de chaque royaume. C'est-à-dire comment tel roi doit être désigné, le mécanisme qu'il faut suivre, comment telle chefferie traditionnelle doit être mise en place, le processus de désignation. Et donc, tout a été mis en place quand même pour pouvoir permettre la traçabilité à ce niveau. Seulement que le travail qui a été fait en amont n'a pas été un travail qui a été détaillé, où on ne sait pas qui sont, même au niveau, je parlerai du niveau médiatique, par exemple, aucun confrère ou aucun journaliste ne peut me dire, par exemple, qu'effectivement, il y a eu telle rencontre, par exemple, par rapport, il y a eu un tel atelier ou il y a eu une telle conférence par rapport à telle loi qui serait faite et que les acteurs ont pu discuter, par exemple, de cette question-là. On n'en a pas été informé. Et donc, moi, je me pose la question de savoir quel est réellement le processus. Sur quels critères ça a été basé pour... Mais je dis toujours que tout est à perfectionner. Je pense que le gouvernement est déjà dans une bonne dynamique. Quand le porte-parole du gouvernement dit qu'aucun royaume ne sera laissé de côté, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils pèsent en réalité l'ampleur des dénonciations qui sont en train d'être faites et qu'ils vont prendre la mesure de la chose et essayer de corriger quand même un certain nombre de choses avant la promulgation de cette loi-là, pour ne pas faire beaucoup de fâchés. Parce que le but recherché, c'est très bien, c'est très important de pouvoir mettre en place cette loi-là. On l'a toujours attendu depuis très longtemps parce que ça permet quand même de régler un certain nombre de problèmes liés aux chefferies traditionnelles, d'accord, où tout le monde se lève à bout de champ, où il n'y a pas une hiérarchie bien donnée, il n'y a pas de véritables règles, d'accord, qui doivent leur permettre quand même de respecter un certain nombre de principes. Donc, c'était dans un marché. Carrément, c'était presque dans un marché carrément. Qui a un peu de moyens se lève et voilà, donc il faille quand même réglementer le secteur. Surtout qu'aujourd'hui, le Bénin est en train d'être mis sur la taille du monde, en tout cas le sommet du monde entier en matière de vaudon, en matière de culte endogène. Et donc, si déjà il n'y a pas de loi pour pouvoir cadrer, vous avez vu tous les dignitaires qui sont venus au Vodun Days, tous les têtes couronnées qui sont venues à ce Vodun Days également, il fallait quand même définir un critère finalement pour pouvoir savoir qui sont ceux qui sont vraiment autorisés à y être, qui sont ceux qui sont vraiment les prêtres qui doivent quand même présider les cérémonies. Il fallait quand même définir un cadre juridique quand même pour pouvoir encadrer tout ça. Et ce n'est pas seulement pour cette année-ci, mais c'est pour la postérité, c'est pour l'après-talent que ce ne sont pas seulement une réforme qui va forcément être, en tout cas, je dirais, profitable seulement au pouvoir en place, mais forcément, c'est pour la génération à venir. Et il fallait quand même légiférer là-dessus pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de savoir qui est roi, qui est chef traditionnel, et de pouvoir connaître les prérogatives de chacun, et de pouvoir connaître également les limites de chacun en ce qui concerne les royautés au Bénin. Voilà, Henri Yambode, votre lecture. Bon, écoutez, Bac je prends le bout donc de son intervention qui vient faire l'analyse de ce que ce secteur-là, il fallait donc l'assainir. L'assainir parce que
on a connu beaucoup de choses. On a connu des rois qui, en voulant prendre le départ pour, par exemple, Abomey, doivent se déchausser, donc enlever leur chapeau, leur couronne, et se mettre comme un simple citoyen avant de se rendre là-bas, parce que le vrai roi est de l'autre côté. Et quand on sait qu'avant 2016, il y a eu cette prolifération de rois, de têtes couronnées, où on voit ça dans les coins de rue, il fallait quand même qu'on arrive à cette loi-là. Mais il faut remarquer, donc apporter quelques réponses à Max sur certaines demandes. Je rappelle que d'abord, en 2019, vous savez, après que la Constitution a été modifiée, on a reconnu la place donc, de la chefferie traditionnelle. Et ça a été d'abord le point de départ de cette initiative-là du gouvernement qui, en ce temps, a voulu accorder une place donc, à la chefferie traditionnelle. Donc, dans la Constitution, c'est reconnu que les chefs traditionnels sont des garants, des gardiens de nos us et coutumes. Et donc, partant de là, il fallait quand même avoir un cadre juridique qui leur permet, bien évidemment, de savoir que, oui, ceux-là que nous avons qui appelés chefs traditionnels, quel royaume reconnu et tout le reste. Et dans l'évolution des choses, et bien évidemment, cette loi donc, a été introduite à l'Assemblée nationale pour quand même créer un cadre juridique, un cadre juridique qui puisse permettre, bien évidemment, de reconnaître les gens comme étant chefs traditionnels. Oui, m'a demandé s'il y a des professionnels qui ont travaillé, oui, après la modification, après l'introduction, je dirais, de cette reconnaissance dans la Constitution, il y a eu un comité scientifique qui a été mis en place, un comité scientifique où il y a des professionnels donc, qui ont été, je ne dis pas recrutés, mais appelés pour travailler sur l'histoire du Bénin. Le point de départ, c'est en 1800. Bon, je ne me rappelle pas, puisque l'Atlantique a rappelé donc, le point de départ qui a permis de reconstituer donc, les royaumes. Au fait, l'histoire qui est reconnue là, c'est que il y a une histoire traditionnelle qui existait. Il y a des royaumes qui existaient avant l'arrivée du colon. Donc le colon arrivé en Afrique, au Bénin, a mis le compteur à zéro, donc a disloqué tous ces royaumes-là. Donc il y a eu cette reconstitution-là qui a permis bien évidemment de reconnaître les royaumes qui ont une histoire tangible. Et donc l'intention n'est pas de refaire la loi, l'intention n'est pas de refaire les royaumes. Comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, la loi n'emporte pas certains royaumes, non, pas du tout. Mais il y a que, on sait s'appuyer sur cette histoire-là qui a permis de reconstituer donc, les royaumes et bien évidemment et, tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Et même il y a des consultations qui ont été faites. Il y a des gens qui ont été consultés sur l'histoire de leur royaume. Et il y a des confrontations qui ont été faites pour pouvoir comprendre réellement est-ce qu'il n'y a pas une histoire qui a été travaillée pour, comment dire, favoriser tel royaume ou tel royaume. Il y a des contre-expertives également pour permettre qu'on n'en assiste pas à ce qui se passe là. Mais la polémique que suscite bien sûr le vote de cette loi, c'est normal, vous l'avez dit. Il fallait que des gens se lèvent, bien sûr, quand même, quand ils n'ont pas retrouvé le nom de leur royaume. Je prends par exemple à Isor, il y a des choses, il y a des gens qui sont là, qui se disent, mais écoutez, comment se fait-il qu'on n'a pas retrouvé, et bien évidemment, notre royaume sur la liste des royaumes. Et au moment où il y a des rois qui se déchirent, qui se réclament légitimes, d'autres qui se réclament, bien évidemment, au point. Donc, il n'y a que les gens se sont appuyés sur l'histoire pour faire ce travail-là. Et ce que moi je vais demander donc aux uns aux autres, c'est de trouver donc des comités, vous l'avez dit, je ne sais pas, à ce niveau-là, je ne sais pas s'il y a des rencontres, il y a des restitutions qui ont été faites pour permettre quand même aux gens de comprendre les points essentiels de cette loi-là. Quand vous parlez par exemple du processus de désignation, il y a eu plusieurs consultations qui ont été faites pour comprendre comment on désigne un roi dans tel... Mais arriver à conseiller ça dans la loi, en fait, quand j'ai écouté au-delà de la date, c'est qu'il y a une seule idée derrière. L'objectif est que demain, que quelqu'un ne vienne pas, parce que, Carole l'a dit, parce qu'il est un peu nanti, il a
un compte bien rempli dans 4-5 banques, il vient et dit non, voici comment désormais nous allons désigner notre roi. Mais si la loi a déjà mis de côté cette prouesse, on ne peut pas dire, comment dire, cette manière de voir les choses, eh bien, ça permet bien évidemment aux uns aux autres de garder donc désormais le processus intact. Et c'est au fil des années que les gens comprendront qu'il fallait faire cette loi-là pour s'éloigner un peu des difficultés que nous rencontrons. Quand, par exemple, dans certains royaumes, on a des rois, il y a que cette famille dit c'est notre tour de désigner aujourd'hui, cette année, le roi. Et d'autres disent non, ce n'est pas votre tour. Au contraire, voici ce qui a été dit. C'est de père au fils. C'est sur notre lignée que ça doit être désigné. Donc, voilà un peu les insuffisances que cette loi est venue corriger. Moi, je pense que la polémique, oui, ça doit s'enfler forcément parce que on ne s'attendait pas à ce qu'on arrive à ce niveau-là. Parce que dès qu'on arrive au vote de la loi, c'est qu'on crée un cadre juridique et tous ceux qui se réclament rois peuvent être dégommés et ils vont passer à côté. Voilà. Je prends l'exemple, par exemple, vous avez vu dans la même dynamique, par exemple, le roi. Le roi des Haoussa est allé voir le président de l'Assemblée nationale pour se plaindre du fait que les Haoussa ne se retrouvent pas, par exemple, dans cette hiérarchisation des royaumes, dans cette nouvelle loi-là. Et donc, disons-nous la vérité, est-ce que chaque localité... C'est une question de localité. Bon, quand c'est Haoussa, ce n'est pas forcément localité. Bon, les Haoussa, chaque aire culturelle, si vous voulez, doit forcément avoir un roi. Non, c'est pas ça. Au fait, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que à l'arrivée donc de colons en 1800 quelque chose, l'histoire a commencé. D'accord? Quand le colon est arrivé, il a dit non, je remets le compteur à zéro. Il n'y a plus de royaume. Je suis le seul dirigeant, le seul chef donc à bord de ce bateau-là. Et donc jusqu'à l'arrivée de colons, on a considéré donc cette histoire-là. Au départ de colons, il y a des royaumes qui ont été constitués. Il y a des royaumes, je ne sais pas, mais qui ont un lien, par exemple, avec le Bénin et le Nigeria. On ne peut pas considérer, par exemple, ce royaume-là comme un royaume typiquement béninois. Et donc, il n'y a que, oui, on a considéré l'histoire. On ne peut pas avoir dans chaque localité un roi, ça ne peut pas se faire. Et Mbak va me conforter en disant que non, c'est pas un royaume. Quand on va royaume, c'est pas. On parle de royaume parce qu'il y a une histoire. Justement. Exactement, mais lorsque... Donc, la désignation des rois ou des royaumes, reconnaître les royaumes au Bénin, ça ne sera pas difficile parce que normalement, les histoires attestent de ce que telle localité a une histoire qui a marqué notre pays. Et puis, par rapport à ça, il y avait des rois qui ont dirigé cette partie de notre localité, de la localité du pays. Donc, j'estime que, est-ce que c'est aussi difficile d'identifier les royaumes aujourd'hui? Est-ce que l'histoire de chaque localité ne permet pas ou ne facilite pas la désignation des royaumes? Là où ce serait un peu difficile, c'est-à-dire, vous savez, l'histoire, d'accord, n'est pas faite d'erreurs que de vérité. Il y a des histoires qui sont mal racontées. Et il y a des histoires dont on a la traçabilité aujourd'hui. Nous avons de la traçabilité aujourd'hui. Attendez. Les anciens parents qui existaient depuis lors, d'accord, même avant l'arrivée des colons, ils ne savaient pas lire et écrire. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Et quand les colons sont arrivés, et on a voulu quand même mettre en place, en tout cas, quelques écrits, d'accord, qui puissent quand même donner la traçabilité de l'existence de tel ou tel royaume, ça veut dire que c'est des personnes qui n'étaient pas forcément originaires, d'accord, de ces régions-là, de ces royaumes-là, qui ont transcrit peut-être les propos de tel roi, ou de telle dignité ou telle dignité. Et même, on ne sait même pas si, avec l'évolution, est-ce que ce sont ces propos-là, exactement, ou bien ce sont ces histoires-là, exactement, qui ont été transcrites, telles que les ancêtres l'ont révélé. Et donc,
au niveau des histoires, il y a beaucoup. C'est pourquoi vous allez entendre, par exemple, des narratifs sur des histoires de certains royaumes, par exemple, où c'est ce que vous avez toujours cru. Vous allez comprendre qu'en réalité, que ce n'était pas comme ça s'est passé. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que malheureusement, nos ancêtres n'avaient pas tellement cette manière ou cette science de pouvoir quand même transcrire tout ce qu'ils vivaient à l'époque et de pouvoir quand même avoir une traçabilité par rapport à ça. Et quand ils ont commencé par raconter les histoires, quand ils ont commencé par raconter... de génération en génération. Oui, oui, mais quand ils ont commencé par raconter les histoires, par exemple, ce n'est pas eux-mêmes qui transcrivaient. C'est-à-dire, ils essayaient de trouver peut-être des interprètes qui vont les aider à transcrire. Et même quand ils transcrivaient, les autres prenaient, c'est-à-dire, je pourrais dire les Occidentaux ou certains peut-être prenaient et allaient traiter les informations. Parce que ce n'est pas de façon brute, comme ça qu'on va aller mettre ça sur la scène. Et donc, ils allaient traiter les informations. Quand ils allaient traiter les informations, quelles sont les informations qu'ils ont enlevées dedans et quelles sont les informations qu'ils ont gardées? Ce qui fait que même lorsque vous allez dans certains royaumes, vous allez peut-être à Abomey, vous allez peut-être à Lada, par exemple, il y a des histoires qui sont racontées dans les écrits aujourd'hui que nos historiens utilisent, par exemple, qui sont contestées. Et donc, c'est ça qui fait en réalité que même au niveau du choix, par exemple, du souverain, au niveau de chaque royaume, il va falloir pas seulement se baser sur les histoires qui existent, mais il faille également aller vers la source pour aller faire des enquêtes de proximité, pour pouvoir voir qu'est-ce qui était réellement arrivé. Est-ce qu'il y en a où vous avez des preuves de telle chose qui sont survenues? Est-ce qu'on peut quand même interroger un certain nombre d'acteurs qui sont vraiment des personnes ressources et par la grâce de Dieu qui vivent peut-être encore? Et à partir de ceux-là, par exemple, on peut faire également des reconstitutions de l'histoire. Lorsque aujourd'hui, vous voyez par exemple les Aoussa se plaignent du fait qu'ils ne sont pas représentatifs au sein de la chefferie traditionnelle, par exemple, c'est sûr que puisqu'ils ont, un roi, et puis c'est le roi qui est allé voir le président Vlavonou. Ça veut dire qu'en leur sein, il y a une organisation qui est instaurée. Il y a, en tout cas, il y a une alternance au niveau de la chefferie traditionnelle chez eux également. Et qui sont ceux qui représentent, même si on peut retrouver, ça ne veut pas dire que forcément que l'histoire ne retient pas qu'il y a eu des Aoussa ou qu'il y a eu un royaume Aoussa ici, non. Parce que ce n'est pas forcément parce qu'on retrouve un royaume Aoussa au Nigeria et que le Nigeria est proche de nous, que ça ne veut pas dire que ceux qui sont au Bénin ne constituent pas un royaume. La preuve, il y a des Yoruba ici. Et pourtant, il y en a également au Nigeria. Mais néanmoins, il y a lorsque vous voyez la liste des royaumes, il y a des royaumes qui ont pour identité, en tout cas, la langue Yoruba, effectivement. Et donc, ça veut dire qu'il faille quand même aller en profondeur. Essayer de faire encore beaucoup plus de recherches, approfondir un peu les choses, aller écouter, pas seulement écouter les experts ou bien les professeurs en histoire ou les experts seulement. Parce que eux, en réalité, eux, ils se basent sur quoi? Eux, ils se basent sur les écrits qui existaient, les archives qui existaient, d'accord? Combien parmi eux, c'est vrai qu'il y en a qui vont aller faire les enquêtes, d'accord? Mais est-ce qu'il faut aller vérifier si les enquêtes sont allées vraiment en profondeur? Aller toucher les vraies cibles qui sont concernées par les histoires. Aller à la source. Aller à la source. Par exemple, il y a des personnes, par exemple, lorsque vous prenez Calavi, par exemple, qui est une région à Iso, par exemple, il y a peut-être des personnes qui sont au niveau de la royauté qui existe aujourd'hui, au niveau des Aïzo, par exemple, qui sont des personnes ressources qui vivent, qui sont tellement vieux, d'accord? Chez qui, par exemple, peut avoir un certain nombre d'informations que on n'aura jamais dans les écrits. Parce qu'il y a des vieux de 80, on n'aura jamais dans les écrits concernant les Aïzo, par exemple. Dans et donc, ça fait partie des détails qu'on peut donner. Et on sait, parfois, vous voyez aujourd'hui où, pour avoir le pouvoir, par exemple, il y a beaucoup de machinations qui sont faites, il y a beaucoup de choses qui sont... C'est exactement la même chose qui existe au niveau des royaumes en même temps. Ou parfois, ceux qui sont légitimes, qui doivent avoir, parfois, il y a d'autres qui contournent. Lorsqu'aujourd'hui, on parle du fait que certains, par le pouvoir de l'argent aujourd'hui, arrivent à avoir, à parvenir à la tête de certaines, bon, je dirais, certaines collectivités, je dirais, vous allez comprendre qu'en réalité, que ça ne date pas d'aujourd'hui. En fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, d'accord, il n'y a rien de nouveau. Hein. Tout a été déjà fait, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas un comportement qu'un acteur ou quelqu'un fera aujourd'hui, par exemple, que d'autres ou d'autres anciens n'ont pas eu à faire par le passé. Ça veut dire que même dans les royaumes qui existaient avant, par exemple, il y a ces machinations, la politique qui existait. Ou parfois, pour pouvoir prendre le royaume, parfois, ils usent de ruses et de machinations et ils prennent. Et quand ils prennent, quand ils sont là, par la force ou bien par le pouvoir de l'argent, c'est eux qui impriment alors
la directive à suivre et les écrits qu'il faut consigner en matière d'archives. Et parfois, on pense que ce sont les réelles histoires. Or, c'est une histoire tronquée. Et donc, il est quand même important quand même qu'on aille encore écouter encore les acteurs à divers niveaux. Qui, quand même, une chose est sûre, je pourrais dire qu'on ne pourra pas forcément contenter tout le monde. Je le dis toujours. Forcément. Il y aura forcément. Il n'y a pas cette réforme où on fait, où il n'y a pas quand même de fâchés. Il y en aura forcément. De toutes les façons, le gouvernement a le plein pouvoir de pouvoir quand même orienter les choses. Et avec l'évolution, c'est-à-dire même après la promulgation, même après 2026, il y aura encore peut-être d'autres améliorations qui vont venir perfectionner la chose. Et c'est ce qu'on souhaite. Oui, il y a pour finir avec le sujet. Pour finir avec le sujet, je crois que les histoires tronquées ont commencé après le départ des colons. Parce que, vous savez, quand le colon est arrivé, je ne vous fais pas l'histoire, il y a eu beaucoup donc, de choses qui ont été faites. Je prends par exemple Porto-Novo, il y a des lignées qui ne sont pas, qui ne peuvent jamais être rois. Je ne veux pas donc vous raconter l'histoire, mais quand je prends par exemple, moi je suis de la lignée d'Elopon, deuxième fils donc du roi. Vous savez, il y a un processus qui est fait, et c'est depuis des années. Mais au sein même des royaumes, il n'y a que le colon a montré aux gens qu'en étant chef, vous pouvez bénéficier d'autres atouts, vous pouvez bénéficier des avantages, et bien évidemment, en leur montrant ce côté-là, il y a que les histoires ont commencé par être tronquées. On a commencé par modifier l'histoire pour dire, par exemple, nous sommes ici, on dit que la lignée de Goudjanou, quand on doit prendre un roi, il faut que ça doit être le dernier fils. Mais dès qu'on a montré à l'aîné que quand vous êtes roi, vous devenez roi, mais vous bénéficiez d'une parcelle, de tel avantage, l'aîné vient dire non, que jamais, il va peut-être avec l'accompagnement des colons, on montre que c'est l'aîné qui doit être roi. Et donc, ça a commencé par créer de scission, la discorde au sein. C'est pourquoi, pour ce que j'ai lu et pour ce que j'ai entendu, le point de départ, c'est avant l'arrivée des colons. Les colons sont arrivés en 1894 et puis 1800, pareil comme ça, quelque chose du genre, pour puisque avant l'arrivée des colons, il y a les royaumes qui existaient. Et le Bénin était constitué de royaumes. On a appris donc à l'école, le royaume d'Abomey, le royaume de Niki. Ces royaumes-là, comme vous l'avez dit, ont des histoires. Et donc c'est facile de reconnaître ces royaumes-là. Et ces royaumes sont des royaumes, je ne dirais pas naturels, mais des royaumes par lesquels on ne les reconnaît pas leur histoire. Mais dès que le colon est arrivé, il y a eu cette race-là qui a été constatée, et il y a eu fusion, il y a eu quelques actes qui ont été posés. Maintenant, par rapport à cette loi, oui, vous parlez donc du roi de Aïssa, il faut demander quand est-ce que le roi de Aoussa a été créé. Est-ce que c'est après le départ des colons? Parce qu'il y a des lignées, des communautés qui se sont retrouvées juste après le départ des colons. Et donc, ça fait que l'histoire avant l'arrivée des colons n'est pas la même histoire après le départ des colons. C'est ça aujourd'hui, ce qui fait qu'on a cette polémique-là. Et cette polémique également, il faut constater ça parce que d'abord, il y a déjà les 6 avant-coureurs. Et les gens devaient déjà commencer par courir, et ce n'est pas après le vote de la loi. Parce que quand la Constitution a été modifiée en 2019 et qu'on a dit, on a reconnu la chefferie traditionnelle, ils sont bon nombre à applaudir des pieds, mais pour dire que oui, le talent est venu pour nous reconnaître. Oui, mais reconnaître qui est qui? On devait déjà commencer par chuchoter, attention, les gars est venu reconnaître qui est qui. Est-ce que vous reconnaître tout le monde, ceux qui achètent de couronnes au marché d'Antokpa, ou bien des pelles au marché d'Antokpa, ou bien des bracelets au marché d'Antokpa pour se faire roi, ou bien les gens qui vont dans leur famille maternelle pour dire non, il n'y a pas quelqu'un ici qui a de l'argent plus que moi, c'est prenez-moi comme roi, ou bien les gens qui se lèvent un beau matin pour dire que non, je suis sur le trône, appelez-moi désormais Da et Goudjanou, ou bien Da, Goudjanou 2, Goudjanou 3. Donc, est-ce que c'est ça que le gars on a voulu reconnaître? Déjà, il y a les signes avant-coureurs qui ont montré que, attention, là où on va là, il faut qu'on fasse attention. Oui, il a fait le cas de Vodou Days. Il y a cette revalorisation aujourd'hui de notre tradition qui fait qu'il n'y a pas à faire, à faire plaisir à quelqu'un. On veut repositionner
la royauté, on veut repositionner le royaume, on veut repositionner même la chefferie traditionnelle. Aujourd'hui, vous savez quoi? Quand les gens sortent, avant, quand un vaudou veut sortir, il se demande, mais est-ce qu'on ne va pas me huiler, est-ce qu'on va pas, est-ce que je ne vais pas rentrer quand je serai dans telle place ou telle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le gars, fièrement, sort, il met ses attirails et tout le reste, parce que, quelque part, il y a eu un travail qui a été fait et qui permet aux gens de lui donner une place. Ah, je l'ai dit l'autre fois, quand on finit en 10 janvier, qu'est-ce qui se faisait? Ben, il y a d'autres communautés qui viennent pour dire, ils ont sali tout le Bénin, il faut qu'on balaye tout le Bénin. Donc, il y a cette... Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Chacun dans son couloir, chacun travaille dans son couloir, mais il y a que... Il fallait en arriver là. Il fallait évidemment sortir cette loi-là pour limiter ce que nous voyons là. Pour limiter, vous voyez, il y a des gens qui sont à Bomé-Calavé ici, pour aller à Bomé, arriver vers Serroué, ils doivent demander au véhicule de descendre et d'attendre, et ils vont enlever ce qu'ils ont porté là et changer, aller porter Bomba pour aller là-bas. Parce que le vrai roi est là-bas et ils ne peuvent pas se porter là-bas comme roi. Et ils ne viennent pas en ville. Nous allons nous intéresser à un autre sujet. Bonheur dans le monde en 2024. Nous retrouvons Matin Libre. Le rapport confirme la cherté de la vie au Bénin. Nous l'avons dit, on vint sur ce plateau. Voilà un rapport qui confirme que la vie a été vraiment chère en 2024. Marc Goudiano. Oui, le pays de talent 8e, derrière le Niger, la Gambie, et le Burkina Faso. Ouais. Cela montre que... Non, je pense que même le chef de l'État reconnaît que ça ne va pas dans les ménages et que les Béninois souffrent. Les Béninois souffrent. Parce que vous allez constater que la vie était un peu déjà difficile pour les uns et les autres. C'était difficile de pouvoir joindre les deux bouts. Certains vous diront, est-ce que les gens ne travaillent pas, ils n'ont pas leur salaire? Ce n'est pas ça le problème. Le salaire que vous avez, est-ce que ça équivaut quand même à la cherté de la vie auquel vous faites face? Pas forcément. Parce que, en réalité, est-ce que le salaire, ça évolue en fonction de la cherté de la vie? Si c'est que ça évolue en fonction de la cherté de la vie, on n'aurait pas le problème lié à la cherté de la vie. C'est parce qu'on sait pour laquelle le gouvernement doit jouer quand même un rôle afin d'apaiser la population. Exactement, c'est pour ça qu'entend dans le discours du chef de l'État, lorsqu'il parle du hautement social qui sera abordé, la plupart des gens se posaient la question, mais ce hautement social, ça va se ressentir où? Quand? Et quand? Aujourd'hui, on peut dire quand, parce que c'est la dernière année. Du moment où encore que le panel de la ménagère souffre encore actuellement, il est question encore de pouvoir se demander, c'est à quand le hautement social dont on parle? D'accord. Parce qu'il faut quand même essayer de voir le ressenti des populations et des uns des autres. Que ça ne vous étonne pas, vous serez même surpris que certaines personnes que vous connaissez à des moments donnés se trouvent dans des difficultés ou même ce qu'ils gagnent à un moment donné, ça ne suffit plus. Ou parfois, ils seront obligés, ils auront des peines à vous demander. Ou même de s'endetter. De s'endetter ou bien à vous demander de l'argent, des prêts. Des gens qui ne vous demandaient jamais de l'aide, hein, jamais de l'aide. Et quand ils demandent même, vous allez comprendre que c'est de l'argent dont ils ont besoin pour survivre, au fait. Quelqu'un qui te demande, tu peux avoir 2000, ce n'est pas pour faire quelque chose d'autre, c'est pour manger. D'accord? Quelqu'un qui te demande 5000, ce n'est pas pour grande chose. Parce qu'il veut juste le tout petit peu qu'il peut avoir quand même pour essayer de régler le problème actuel là, ou bien lié à sa famille. Et ça s'est envenimé encore avec la fermeture des frontières avec nos voisins. Tout à fait. Où parfois certains produits vivriers transitent de là-bas pour pouvoir venir. Or, lorsqu'il n'y a pas libre circulation comme cela se doit, ces produits sont taxés. Donc, au prix où on devait les acheter normalement, ce n'est plus au même prix qu'on les achète. Et au niveau de notre port également, il y a eu quand même des marchandises qui sont taxées de telle sorte que les produits nous reviennent chers. Ne nous leurrons pas. Lorsque vous prenez notre port et que vous comparez, par exemple, au port de Lomé, par exemple, ce n'est pas les mêmes réalités. Et on sait qu'il y a beaucoup de produits qui transitent également par le port. Et si déjà au niveau de la douane, c'est déjà cher, ça veut dire que le commerçant est obligé de mettre le prix fort dessus avant de nous vendre cela. Et donc, cela on constate tout ça sur les prix de revient des articles par rapport à ces pays-là. Et donc, la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est-à-dire ce rapport vient confirmer
tout ce que tous les Béninois ont pris tout le temps de crier. Alors, il faille quand même que le gouvernement réfléchisse à, même si on est en fin de mandat, de réfléchir à comprendre qu'en réalité, que c'est vrai, les voies sont importantes. Il faut faire les voies. Mais les voies seules ne suffiront pas pour nourrir les Béninois. Les gens souffrent énormément. Et sur les secteurs vitaux, d'accord, où les besoins fondamentaux des Béninois doivent être satisfaits, il faille quand même essayer de réguler le problème, de régler un peu le problème, de trouver des approches de solutions quitte à quand même soulager un peu la peine des citoyens en ce qui concerne les marchandises qui rentrent au pays, comment subventionner par exemple certains produits de première nécessité par exemple, comme le riz par exemple, d'accord, qui est beaucoup plus consommé, le blé, le sucre, ainsi de suite. S'il faut subventionner ces produits pour permettre quand même qu'au niveau maintenant du panier de la ménagère, que ça revienne à un prix beaucoup plus accessible. C'est-à-dire c'est un certain nombre de mesures qui touchent beaucoup plus le social et qui touchent quand même à la vie quotidienne des Béninois. Et il faille quand même que le gouvernement y réfléchisse. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez les chantiers un peu partout, ou même pour pouvoir avoir des voies d'accès, pour pouvoir circuler, c'est difficile. Parfois même les gens n'installent pas les déviations correctement comme cela se doit. Circuler, que ce soit à Calavi, que ce soit à Cotonou, peut-être pour ailleurs également, il y a les chantiers un peu partout. Pourquoi on ne peut pas également penser à régler ces problèmes également, qui sont d'ordre sociaux, qui touchent à la vie des Béninois, à la vie quotidienne des Béninois, quitte à quand même un peu soulager la peine des uns et des autres, parce que le problème devient de mal en pire. Au jour le jour, on ne cesse que crier que ça ne va pas, ça ne va pas. Aujourd'hui, maintenant, voilà un rapport qui vient confirmer la chose, et je pense que le chef de l'État va prendre la mesure des choses et essayer quand même de trouver une approche de solution, quitte à soulager un peu les populations. Henri? Oui, bonheur dans le monde en 2024. Le rapport confirme la cherté de la vie au Bénin. La cherté de la vie, ça va intéresser plus vos téléspectateurs, les auditeurs donc de Diaspora FM, parce que nous parlons donc là d'une réalité, de ce qui se passe dans les maisons, dans les foyers. Quand vous levez le matin et que vous devez aller débourser plus qu'il en faut pour que vos enfants, pour la famille soient à l'aise, vous savez, il y a des difficultés. Il a parlé donc des produits de première nécessité. Aujourd'hui, tout le mal est à ce niveau-là. Et les commerçants en tirent beaucoup de profit, mais c'est le consommateur final qui reçoit le coup dur. Il a parlé donc de dédouanement. Oui, c'est une autre réalité. Dès que l'opérateur économique va payer le sac de riz à 10 000 francs et qu'il a fait, je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi, dédouanement à hauteur de 5 000 francs, il vient ici, au lieu de vendre ça, le kilo à 500 francs, il préfère vendre ça à 200 francs. Et c'est le consommateur final qui reçoit le coup. Je pense que oui, la cherté de la vie, c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui. Quand vous sortez un billet de 5 000 francs, c'est qu'il est difficile pour vous de tenir toute la journée. Il faut juste aller payer 2 kilos de riz ou bien de l'huile et vous comprenez que déjà la moitié donc, de ce billet-là est allé. Donc, pour moi, il a à changer donc, de paradigme. Il a à changer le politique, surtout au niveau de la politique des prix dans le pays. Et très souvent, moi, je suis avec les auditeurs qui appellent. Il y a quelqu'un qui a appelé l'autre fois qui a dit oui, le président travaille bien, on voit tout ce qui se fait là, mais nous devons indiquer parce que quand le Béninois en arrive à dire ça, sachez qu'il est difficile pour lui donc de joindre les deux bouts. Oui, on me dira qu'on a subventionné beaucoup de produits, par exemple l'huile, le blé, parce qu'il y a la guerre russo-ukrainienne. Oui, mais jusqu'à quand on peut le faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres palliatifs qu'il faut chercher pour que le citoyen lambda qui est à Djigbo, qui est à Kekeroué ou à Sioué, puisse trouver le minimum pour se nourrir? Parce que là, c'est l'essentiel. Mais quand on parle des besoins vitaux, il y a que la nourriture reste l'essentiel. Et quand on fait face à cette difficulté financière pour s'octroyer les produits de première nécessité, c'est difficile même d'avoir le bonheur. Parce que le bonheur là, quand on parle là, le bonheur là, ça part déjà du contenu qu'on avons dans
le contenu du plat que nous avons chez nous. Donc le bonheur part de là. Quand on dit le gari qu'on peut prendre à 200 francs, on prend ça à 550 francs, ou bien on prend ça à 350 francs, différentes qualités. Vous voyez ce que ça dit? Ça montre déjà que même ce qui est produit chez nous, on a des difficultés à prendre ça à un prix bas, mais plutôt on ajoute donc je pense qu'il y a matière à interpeller les autorités, surtout le ministère de la Famille, le microfinance, le ministère du Commerce, sur comment est-ce que la politique est faite aujourd'hui pour qu'on soit là. Comment c'est fait pour que les produits qui sont les produits de première nécessité prennent de prix et que c'est difficile pour les citoyens d'en procurer. De s'en procurer, tout à fait. Donc pour moi, il faut que on change de paradigme. Oui, le hautement social, oui, ça peut prendre par là également. Mais il faut comprendre quelque chose. Dès que l'argent ne circule pas, celui qui est au bas de l'échelle ne recevra pas ça. Le salaire, est-ce que le salaire arrive à couvrir tout et tout aujourd'hui? Oui, même le président le sait, il a avoué plusieurs fois. Oui, on a fait augmentation de salaire à plusieurs personnes, mais est-ce que ce salaire-là arrive à couvrir tous les besoins aujourd'hui? C'est la grosse question. Et là, ça reste tout entier. Et moi, je voudrais quand même rappeler qu'il y a un certain nombre de leviers sur lesquels, par exemple, le gouvernement doit beaucoup plus quand même faire d'efforts. Au fait, la plupart des produits de consommation sont toujours importés. Oui, le sucre. Et c'est ça qu'il faut, même au niveau de, c'est-à-dire même au niveau de la production locale, par exemple. Il faut que le gouvernement commence à renforcer la production locale. Tout à fait. Comme ça va limiter encore en réalité les coûts liés à ça. Il y a autre chose. C'est vrai, quand vous allez vers le nord, il y a assez de terres où c'est juste les mauvaises herbes qui jonchent. Donc, on peut utiliser, je ne sais pas à qui appartiennent ces terres. Et mis à part ça, c'est qu'on peut exploiter cela. Justement, et on peut subventionner également les machines agricoles pour pouvoir permettre mettre en place des projets pour amener les jeunes à aller à la terre. Et il faut également comprendre, il faut faire également un allègement fiscal pour pouvoir permettre à ces produits-là, ou qu'on ne produit pas, qui doivent prendre par le port, par exemple, des allègements fiscaux pour pouvoir leur permettre quand même de réduire quand même le coût. Et là, ça va. Et l'autre chose, même si on réduit le coût au niveau, avec les allègements fiscaux, par exemple, l'autre chose qu'il faut faire, c'est le contrôle sur le terrain. Sur le terrain. Pour éviter la spéculation. Parce que les commerçants, ils sont très forts dedans. Et donc, s'il n'y a pas un contrôle strict et rigoureux, cela ne va pas permettre, même s'il y avait des mesures pour pouvoir soulager les populations, ces mesures ne seront pas ressenties au sein des populations. D'où il faut également un contrôle quand même plus strict à ce niveau-là. Pour finir, nous allons nous intéresser au sport. Nord-Sud Quotidien parle des éliminatoires Coupe du Monde. Les Guépards tombent devant les Bafana. Qu'est-ce que vous voulez qu'on a? Le sportif sur ce plateau, c'est Henri. C'est Marc plutôt. Décidément, ce matin, c'est le nom de Henri qui est dans ma bouche. Peut-être parce qu'il était à l'heure. Henri s'est lavé avec le bon savon. Pourquoi son nom revient beaucoup plus que l'argent aussi. Non, c'est accompagné. Si ce n'est que son nom. Avant d'appeler son nom, ça veut dire qu'il y aura de bonnes choses, vous serez obligé de penser à lui. Voilà. C'est ça aussi. Pourquoi pas? Éliminatoire Coupe du Monde, les Guépards tombent devant les Bafana. C'est vrai, c'est un match où les Guépards n'étaient pas à la hauteur. Honnêtement, il faut le dire. Les Guépards n'étaient pas à la hauteur. Il n'y avait pas un fond de jeu qui pouvait quand même présager qu'on pouvait quand même gagner ce match-là. Tout le temps, on n'a fait que subir et les quelques occasions que les Bafana ont pu avoir ont été concrétisées. Et lorsque vous avez... C'est vrai qu'on n'a pas eu la diffusion même du match
on n'a pas eu la possibilité que même notre chaîne nationale, la très très forte SRTB, puisse diffuser un match des Guépards, malheureusement. Et on est déjà habitué à assister à cela. Donc ceux qui ont pu quand même suivre le match, difficilement par les moyens, puisque moi je l'ai suivi par exemple sur mon portable, et on a pu constater que les buts qu'on avait pris, je vous assure, c'est vrai, au moins sur le second but, on peut comprendre. Mais sur le premier but, je pense que c'était catastrophique. C'était catastrophique où le défenseur était presque absent, parce qu'il était là quand l'attaquant est venu choper le ballon tout juste. Et le gardien également qui voulait aller prendre le ballon qui était déjà presque au sol et qui devait prendre le ballon à qui? C'est-à-dire ils étaient deux là, hein. Ils étaient presque là à prendre le ballon et l'attaquant touche le ballon juste et ça rentre dans les filets. Et malheureusement, on a encaissé également le second but vers la fin du temps réglementaire. En réalité, cela dénote du niveau de notre football. Le football, ça ne ment pas. Ce n'est pas du gris-gris, ce n'est pas de la magie, c'est le travail à la base. Et si le travail à la base est faussé, si les réels talents ne sont pas cherchés pour pouvoir les mettre sur le terrain, et qu'on va toujours jouer au clientélisme, d'accord, dans le football, c'est le résultat qu'on aura, ça ne va jamais changer. Si les réels, ceux qui ont le talent, qui doivent jouer, sont là, et que vous devez les mettre sur les bancs, ou que vous n'allez pas les sélectionner, et que vous allez choisir d'autres, et que vous n'allez pas vouloir faire l'expérience des plus jeunes également, pour pouvoir étoffer, en tout cas, l'effectif, c'est à ces résultats-là qu'on va assister. On a vu un Marcel Dandinou inexistant, très nul sur ce match-là, très nul, parce que je pourrais dire que si, c'est vrai, les défenseurs peuvent faire des erreurs, les uns n'existent pas sans les autres, les défenseurs sont là également pour faciliter la tâche au gardien. Également, le gardien est également là pour aider les défenseurs à pouvoir faire un certain nombre d'arrêts. Mais si, éventuellement, le gardien même est inexistant, est presque nul sur les arrêts décisifs qu'il doit faire, et que les défenseurs également sont absents compte tenu de leur performance physique où ils n'arrivent pas à tenir longtemps, où ils errent au sein de la surface de réparation, ce n'est qu'à ce résultat qu'on va assister. Et moi, je ne veux pas rêver, hein, je ne veux pas rêver. C'est vrai que la foi ou la passion du football fait qu'on espère forcément que notre pays aille loin, mais il faut forcément des réformes profondes au sein de notre football. Sans ça, sans le travail qui doit être revu, qui doit être refait à la base, je pense qu'on n'ira pas loin. Parce qu'il y a de grandes nations qui nous attendent également. Il y a le Nigeria qui est fâché parce qu'ayant fait match nul également sur cette qualification, alors qu'il pourrait déjà avoir les 3 points, il y a également une sanction qui est en train de viser les Bafana par rapport à l'un de leurs matchs où normalement l'un de leurs joueurs qui a déjà écopé de 2 cartons jaunes ne devait pas jouer et qu'il a joué. Mais ce n'est pas en notre avantage, découragez-vous. C'est plutôt en l'avantage des Nigériens. Par contre, donc on n'a rien à espérer. On n'a rien à espérer sur ce point-là. De toutes les façons, on a encore du chemin. On a encore du chemin et tout reste encore à refaire. Non, écoutez, vous êtes d'avis, Henri? Oui. On a du chemin à faire déjà. Il faut remercier le président Patrice Talon qui a développé donc, une politique déjà, au niveau donc, de ce secteur-là, avec les classes sportives qui font qu'aujourd'hui, on peut avoir de talent dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qui vont évoluer. On salue cette prouesse d'abord des Amazones qui ont fait une très belle sortie l'autre fois. C'est vrai que ce n'est pas trop médiatisé également. Il faut qu'à ce niveau-là également, on travaille à médiatiser au moins les sorties les prouesses des Amazones pour montrer aux guépards que derrière eux, il y a d'autres qui font de merveilles et qui sont applaudis par les citoyens, les Béninois férus de football. L'autre chose, c'est qu'il faut rappeler que nous sommes dans un groupe où nous sommes avec de grandes nations de football. Et j'ai écouté le sélectionneur qui parlait donc d'une équipe forte de Bafana, une équipe forte d'Afrique du Sud qui était en face d'une équipe jeune. Oui, si vous savez que vous avez affaire à une équipe forte, pourquoi ne pas travailler sur un certain nombre de segments qui vous permettront de garder la tête haute, ou bien sortir de ce match-là au moins avec un match nul. Déjà, il faut comprendre que
nous avons beaucoup de suffisance au niveau de notre équipe nationale. L'autre match, avant le match avec l'Afrique du Sud, où on a fait 2-0, où on a été rattrapé, on a rattrapé en quelques minutes par les Zimbabwéens, je crois, par les Zimbabwéens. Je pense que depuis ce jour-là, il faut se demander, mais écoutez, quel est le travail qui est fait? Quelqu'un m'a posé une question une fois. Moi, je ne suis pas dans le staff managérial et ni même au niveau du ministère. Mais quelqu'un a posé la question de savoir, mais est-ce que c'est toujours à l'approche des matchs qu'il faut faire le regroupement? Quelle est l'équipe A qui est là, qui existe et qui travaille déjà et qui est comme le nœud qui est là et que les autres professionnels viendront à renforcer? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ou bien il y en a? Non. C'est vrai que je ne suis pas trop sportive, mais il n'y en a pas, ça n'existe pas. On met ça sous le coup du championnat. Mais comment est-ce que ceux-là qui sont appelés à jouer au niveau de l'équipe A, comment est-ce qu'ils sont appelés? Donc il faut déjà qu'on va à la CAN. Oui, on a applaudi, on va à la CAN. Mais quelle prestation on ira faire à la CAN avec cette équipe de l'équipe A où l'espoir à tout moment, les gens sont découragés de leurs prestations. Donc, ils pensent qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ici, il faut revenir au pays pour travailler. Il faut travailler sur ce segment, il faut travailler. Vous avez parlé donc de la défense. Oui, on ne peut pas avoir une défense inexistante. On ne peut pas avoir un milieu de terrain passoire pour dire qu'on va engranger le point. Non, c'est ça à quoi on assiste. Je pense que le sélectionneur Guénero doit reprendre le travail à ce niveau-là pour que au moins qu'on ait un fond de match appréciable, qu'on ait un fond de match professionnel. Et là, on sait que au bout du rouleau, on dit attention, mais ils ont joué quand même. Parce que c'est ça aussi. On dit, ils ont fait le match. Perdre dignement. Perdre dignement. Mais c'est pas ça. Mais on dit, bon, sur des séquences de jeu, sur des appels de balles, et on prend le but. Je pense qu'il y a de choses à faire. On n'est plus à ces années-là où on va faire, on sort seulement pour aller faire un match parce qu'on veut le prime. Non, aujourd'hui, c'est le contribuable qui vous paye. Et donc, le contribuable a un regard sur un résultat. Et ce résultat-là, il faut travailler pour l'avoir. Et si c'est qu'on va se lever, après, si on a match dans 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, et qu'on commence à faire les appels aux professionnels pour dire revenez, on va jouer. Quand est-ce que nous-mêmes au village, quand on veut jouer match, on dit nous faisons des entraînements, nous faisons des regroupements, on fait mise au vert, c'est ça, hein? Ouais. Oui. Et on dit, la question que quelqu'un m'a dit, est-ce que toi, il faut aller ton voyage? Quand l'autre joue dans un autre club, et que c'est seulement sur 2-3 séances d'entraînement qu'ils vont se comprendre, je pense qu'il y a un problème qui se pose là. Les grandes nations aujourd'hui, ils ont une équipe A qui est là, qui travaille au jour le jour. Est-ce que ça se fait? Il faut que le gouvernement revoie la stratégie à ce niveau-là. Comme les classes sportives, culturelles, qui sont en train de générer déjà de talent. Et là, je pense que dans 5 ans, tout au moins, les Béninois seront fiers de leur équipe nationale, seront fiers d'avoir une équipe qui fait de belles prestations. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette rencontre-là. Mais je pense qu'il va falloir qu'on reprenne le travail parce que pour la CAN, ce sera difficile. Ce n'est pas sur le fil hein, qu'on va gagner. Non, il faut travailler parce que... ce qui nous attend, c'est pas ça. Hein. C'est pas petit. C'est pas ça. C'est pas petit. Marc Goudjanou, merci Henri.